Bonjour à tous. Je m'appelle Van Sogomonian. Je vois qu'on n'est qu'entre experts. Ça tombe bien, vous êtes tombé à pic. Là, je vais vous faire une conférence qui va rendre compte de la recherche que j'ai pu mener ces 15 dernières années. Elle s'appelle Superposer le temps, fissurer le réel. Vous allez comprendre petit à petit pourquoi. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est de vous partager la quête que j'ai menée, en espérant que ça puisse vous servir à vous dans votre recherche personnelle. Là, pour que tout le monde puisse se mettre un peu bien, vous arrivez tous de votre vie, je vais vous proposer de vous faire un peu de musique, de façon à que voilà, que vous soyez là, qu'on soit tous ensemble. Et puis comme ça laissera le temps aux dernières personnes qui ont peut-être envie de nous rejoindre de le faire.
Donc là, je vous ai mis bien avec un morceau qui s'appelle Dele Yaman, d'un maître arménien qui s'appelait Gomidas. C'était un prêtre, il a très peu composé. En fait, il a aussi fait un travail de musicologue. Donc son nom, avant d'être prêtre, c'était Soromon Soromonian. Et il a très peu composé parce qu'il est devenu fou à cause du génocide arménien. Et donc il est mort dans un hôpital psychiatrique en France, à côté de Paris, je crois. Et donc il a fait un travail vraiment remarquable. Il est allé, donc il avait lui la connaissance de la notation. Et donc il est allé rencontrer, on va dire, les paysans et récolter tous les chants en fait du peuple arménien. Il en a fait la notation, donc des berceuses, le chant du berger, de celui qui va chanter pour son bœuf lorsqu'il laboure, etc. Et donc voilà, je pensais que c'était une bonne introduction là à vous partager pour que vous puissiez vous mettre en ambiance de réception. Et donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est une pratique par laquelle j'ai commencé il y a assez longtemps, et donc elle est assez proche de celle qu'a fait Gomidas, mais dans un registre bien sûr complètement différent. En fait, donc voilà, j'ai cette œuvre-là qui date de 2006. Et donc j'étais à l'époque encore étudiant aux Beaux-Arts. Et je n'avais pas de moyens pour me lancer dans des grandes productions. Je considérais aussi qu'il y avait beaucoup de choses dans ce monde. Et qu'avant de venir rajouter des nouvelles productions ou voilà, des nouveaux gestes, je trouvais qu'il était intéressant et important d'aller déjà à l'écoute du monde. Et donc, ce que j'ai commencé à entreprendre, c'est à noter sur des mouchoirs en papier ce que j'entendais du monde. Et donc, me disant que, en fait, on passe notre temps à se raconter, à dire voilà pourquoi on est dans cet état, parce que aujourd'hui on a traversé tout ça, ou bien ce dont on a envie, ce vers quoi on tend, ce vers quoi. Et puis l'espérance de vie des mots qu'ils prononcent sont extrêmement faibles. Généralement, voilà, on dit quelque chose. Sûr que vous vous souvenez peut-être même pas du nom du compositeur que j'ai évoqué tout à l'heure. Qu'en fait, voilà, les mots, ils ont une espérance de vie extrêmement faible. Ils s'évaporent très rapidement. Et j'étais aussi pas mal influencé par l'art minimal des années 70 et j'aimais beaucoup la peinture. Et notamment un peintre japonais qui s'appelle Onkawara, qui peint la date d'aujourd'hui. Chaque jour, en fait, il peint la date d'aujourd'hui. Et donc, voilà, ce que j'ai commencé à faire, c'est à noter sur des mouchoirs en papier ce que j'entendais. Et ensuite, à les mettre dans des sacs de congélation avec un intitulé et une date. C'est donc une pratique qui me permet d'être dans un rapport au réel, au monde. Puisqu'on écrit ce qu'on est en train d'écouter, déjà, on écoute ce qui se passe. Plutôt que d'attendre le moment pour dire ce qu'on a envie de dire. Et étant donné que le mouchoir en papier est un support extrêmement fragile, on est obligé d'écrire doucement. Ce qui nous met dans un double rapport à l'écoute, un rapport de matière, considérant les mots, disons, comme un sculpteur. Eh bien, on va les retranscrire, mais il y a aussi un rapport de mémoire, puisqu'on ne peut pas écrire aussi vite que ce qu'on entend, étant donné qu'on écrit sur un support fragile. Donc, je vais vous le lire. Celui-là, c'est un mouchoir donc, qui s'appelle Agop S. Donc, Agop, c'est mon père. Ça veut dire Jacques en arménien. Et il date du 22-12-2006. Et donc, en fait, c'est quasiment Noël, le 22-12-2006. Donc, en fait, on est en famille. Et j'avais écrit sur ce mouchoir en papier. Et en fait, il avait fini à la poubelle. Et parce que personne ne savait que c'était une œuvre d'art. Et du coup, moi, j'étais dans tous mes états parce que je le trouvais super beau et tout. Et c'est ma petite sœur qui allait le chercher dans la poubelle. Et du coup, c'est pour ça qu'il est aussi beau. Il est tout taché de pec-vaisselle comme ça et tout. Bon, il est encore plus beau avant. Les couleurs sont un peu passées, mais bon, néanmoins, il est toujours là. Maintenant, la performance, c'est comment gagner de l'argent avec tes connaissances. Tu commences à réfléchir et à agir dans ce sens.
Tu as compris ou tu n'as pas compris. Il y a un réel milieu de l'art. Il faut agir, faire. Ça ne se fait pas comme ça. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, peu importe. Comme ça, ne crois pas que le conservateur du Louvre va venir te chercher pour te mettre à côté de la Joconde. Pourquoi tu penses que les gens vont la voir? Il y a eu beaucoup de publicité. Ils ont écrit n'importe quoi à propos de ça et l'a mis 10 ans à le faire, peu importe. Il y a des légendes aussi. Il y a aussi autre chose. Ça se trouve, c'était un sacré commerçant. Cette maison-là, elle vaut quoi? C'est celui qui va payer qui décide le prix, mais tu peux décider de ne pas la vendre. Dans les affaires, on dit qu'un mec pendu, c'est un mec qui fait connerie sur connerie. Tu parles trop. Tu n'écoutes pas suffisamment. Ça évoque le réel. Apparemment, tu as le don de synthétiser les lions parfois, ils crèvent la dalle. Vous parlez de quoi déjà? L'argent. C'est une forme de force, de pouvoir. Les Égyptiens se faisaient enterrer avec. Ça, c'est l'instinct animal. La communication a toujours été un besoin primaire. Sans communication, on ne va pas loin. Donc, mon intention en faisant ça, en fait, c'était de faire de la peinture. Ce que je me disais, c'est que, bon, à ce moment-là, j'avais un public quand même qui était assez restreint. Aujourd'hui, ça va. Et donc, voilà, c'était les profs, les amis des beaux-arts. Et donc, mon intention, c'était que la peinture va se faire dans l'esprit de celui qui va entendre le poème. Donc là, je vais vous présenter des œuvres petit à petit. Cette présentation, je vais vous la faire depuis mon site internet. Ça, voilà, j'ai pris cette décision de façon à ce que si jamais il y a des choses que vous souhaitez retrouver, vous puissiez le faire assez facilement. Donc, le fait de prendre ces notes et de créer ces poèmes, on va dire, dans la matière des mouchoirs, ça m'a amené à faire cette première installation qui s'appelle Contre-Espace. Contre-Espace en référence à une conférence qu'a donnée Foucault qui s'appelle Hétérotopie, les espaces autres. Si vous ne la connaissez pas, je vous engage vraiment à l'écouter parce que c'est passionnant. C'est une conférence qu'il a donnée pour des architectes. Et donc, qui vient traiter ce concept du contre-espace qui crée, en quelque sorte, pour vous le synthétiser très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un contre-espace? C'est quand un enfant saute sur le lit, et que le lit des parents, et que le lit des parents, ça devient le ciel, et qu'ensuite, on va avoir le plaisir d'être puni. Donc, ce contre-espace que j'ai créé, il était, donc, comme vous le voyez ici, là, avec les sacs de congélation. À l'intérieur de ces sacs de congélation, j'avais mis des petits haut-parleurs, donc on ne voit pas très bien parce qu'ils sont vraiment tout petits. Et chacun des sacs de congélation diffuse la mémoire qu'ils contiennent. En fait, j'avais enregistré ma voix. Et donc, c'était comme des chuchotements. Et donc, ce qu'on pouvait faire, c'est venir se mettre dans cet espace-là et entendre la rumeur, en quelque sorte, ou alors aller et entendre chacune des histoires, on va dire, plus distinctement. Ça m'a permis de comprendre qu'en fait, l'attention, généralement, ça se pose sur une chose à la fois. On ne peut pas poser notre attention sur plusieurs choses à la fois. Soit on va écouter la rumeur, donc on entend la musique de l'ensemble de la chose, soit vraiment on veut pénétrer le logo, c'est à ce moment-là, il faut qu'on mette un focus sur cette chose-là. Donc ensuite, l'autre œuvre, et je vois que le temps passe super vite, l'autre œuvre que je voudrais aborder, donc à partir de ces mouchoirs, comme je vous le disais, mon intention c'était de créer des images intérieures dans les autres. Donc, c'est un peu surex, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des mots qui étaient dans ces mouchoirs, je suis allé chercher des images qui sont des images codes, avec des mots-clés, quoi, sur Internet, et j'ai commencé à peindre des aquarelles pour la raison que c'était un loisir assez inoffensif.
Et que donc, voilà, c'était intéressant pour moi de créer un flux intérieur au travail, que les choses qui soient générées par le travail lui-même. Et ça m'a amené, de fil en aiguille, à créer une peinture invisible. Donc, c'est une peinture qui est là un peu surex. Donc, je vais essayer de baisser la luminosité de mon écran. Bon, c'est pas grave. En gros, c'est une aquarelle qui est dans une boîte en polystyrène extrudé. Et cette aquarelle imite le matériau de la boîte. Donc, quand on regarde la boîte, on a l'impression qu'elle est vide. Mais en fait, il y a une aquarelle qui imite la boîte. Et donc, ça m'a emmené à faire cette pièce, qui est un peu moins surex. Et du coup, là, vous la voyez mieux, peut-être, la peinture invisible. Et c'est là où j'ai mis en place ma méthode. Donc, c'est une œuvre qui date de 2012. C'est un bon petit moment. Et donc, voilà, il y a la peinture invisible qui est là. Et au moment où je la fais, qu'il y avait cette exposition à faire, je me suis dit, voilà, ce serait pas mal quand même qu'il y ait une surface colorée. Donc, j'ai fait un monochrome en aquarelle, ce qui est assez difficile à faire, en fait. Mais bon, j'ai trouvé une technique pour le faire. Et en la laissant sécher, j'ai vu qu'elle se reflétait sur la vitre de plexiglas. Donc, je me suis dit qu'il serait opportun de substituer la vitre en plexiglas par un miroir, une surface réfléchissante. Alors, j'ai mis à côté tout ce qu'il faut pour fabriquer les deux boîtes qui sont à côté. Celle-ci, elle s'appelle image potentielle. Et là, c'est un peu là où j'ai mis au point ma méthode, en fait. C'est-à-dire que j'ai voulu m'inspirer du mode de fonctionnement de notre cerveau, le cortex associatif notamment, qui fonctionne par association. Et donc, je me suis dit, voilà, à partir de là, en fait, je vais travailler comme ça. Je vais essayer c'était déjà un peu en place avec les mouchoirs, de prendre ces morceaux de réel, de venir les reconvoquer pour créer des choses à l'intérieur de l'esprit de ceux qui l'entendent. Et là, j'ai vraiment pu matérialiser cette intention de fonctionner par association. Et là, ça nous emmène vers devenir fantomatique. Donc, devenir fantomatique, c'est quelque chose que j'ai fait au Mali. Donc, c'était en 2012 aussi. Et donc, j'avais déjà, les deux mots devenir fantomatique en tête. Et je voulais filmer des choses qui apparaissent et qui disparaissent, en même temps qu'être prof de performance dans l'école d'art du Mali, ce qui était vraiment excellent parce que personne n'avait entendu parler de performance à l'école d'art de Mali. Donc, on est parti sur des peintures vivantes. Et 2 matins de suite, j'ai vu une personne qui était entre 2 voies rapides, on va dire, avec un drap sur la tête, en allant à l'école, en prenant le bus. Donc, j'ai voulu reproduire ce qu'il faisait. Donc, je sais pas si j'ai toujours le micro. Donc, en fait, du coup, je suis allé sur son banc, j'ai mis un drap sur ma tête et j'ai reproduit sa performance. Je vous laisse savourer un peu. Voilà, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire. Donc si vous en avez le cœur, bien sûr. Alors, c'était un gros moment de tension à ce moment-là pour moi, parce que de se retrouver tout seul comme ça, avec un drap sur la tête, une caméra devant, on s'offre vraiment au monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il peut vraiment tout se passer, enfin, vous voyez. Et en fait, donc il y a un moment de tension avant de le faire, avant de faire cette action. Mais à partir du moment où on a le drap sur la tête, le monde disparaît. Et vous disparaissez pour le monde en quelque sorte. Et donc, vous êtes peut-être, je sais pas, en connexion directe avec l'infini, ou peut-être que c'est ça mourir, je ne saurais pas vous dire exactement. Mais en tout cas, dans un espace tout blanc, vraiment extrêmement calme, on est quasiment complètement dissolu, on n'est plus rien, quoi. Et tout cela nous emmène... J'ai fermé la fenêtre. Hop. Donc, comme vous avez compris, j'ai pris les choses un peu petit à petit pour que vous puissiez bien saisir là où je vous emmenais à partir de maintenant.
Hop. Donc orgue, c'est un instrument que j'ai construit en 2015, celui-ci. Et donc là, c'est une vue à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. C'était un instrument qui avait des capteurs infrarouges. Donc, imaginons que les tapis, il y a des lignes qu'on ne voit pas et qui sont un clavier. Il y a une composition à l'intérieur. Chacun des modules sont équipés de haut-parleurs aussi. Donc, la longueur des tubes vient moduler le son qu'il y a à l'intérieur comme n'importe quel orgue. Et la première composition sur laquelle on avait travaillé, parce que c'était aussi l'occasion pour moi de commencer à me poser la question des écosystèmes et de créer des écosystèmes. Donc pour cette pièce-là, j'ai travaillé avec 3 autres personnes, donc Mathieu Reynaud et Fabien Hénardi pour la composition, et Raphaël de Staël pour toute la partie interactive. Et donc, j'ai fait des recherches sur l'origine des orgues, et notamment, je suis tombé sur les connaissances de Pythagore, sur l'harmonie des sphères. Donc Pythagore qui avait projeté, donc, qui était un être qui pensait aux relations, en fait, les fractions. Le théorème de Pythagore, en fait, c'est des relations. Les fractions, c'est des relations entre 2 chiffres. Et en fait, ça permet de comprendre des distances. Et lui, son idée, c'était qu'il y avait une musique qui était la musique divine, qui était la musique qui nous était inaccessible à nous, puisqu'il fallait être dans le ciel, il fallait être Dieu pour l'entendre. Et donc, l'harmonie des sphères, c'est la composition qui est jouée par les planètes. Donc, les orgues auraient été inspirés par cette vision-là pour créer de la musique sacrée et l'envoyer dans le ciel, donc pour connecter la terre et le ciel. Et nous, sur cette première composition, ce qu'on a fait, c'est une maquette du système solaire, en interprétant chacune des planètes en fonction de la mythologie, donc Vénus, la sensualité, etc. Et avec un rapport d'échelle, bien sûr. Imaginons Mercure, je pense qu'elle mettait 2 secondes à faire le tour de l'installation. Et cette pièce, j'ai eu l'idée de la faire en combinant 2 choses. Donc, une première chose qui est une ascension dans une usine abandonnée à Charleroi. Donc, à ce moment-là, j'avais quitté ma petite copine, mon appartement, j'avais plus grand-chose. Et donc, il me fallait un radeau. Et situation extrêmement, on va dire, bénéfique pour tout être, je pense. Et donc, on voulait faire l'ascension du plus haut fourneau d'Europe, on va dire, idée un peu d'alpinisme. Et ce qu'on a fait, donc on est rentré dans cette usine, l'usine Carcide, et donc de façon clandestine, et on a pu squatter là-bas pendant 4 jours. Donc il fallait être discret, pas se faire repérer, tout ça. On a dormi dans la salle électronique, il fallait rentrer par un petit hublot. Il y avait toute une façon de circuler qui était vraiment super intéressante. Dommage qu'on ne circule pas comme ça dans les musées d'ailleurs. Et donc il fallait passer par un tapis super long, en rampant pour arriver jusqu'au sommet. Et ensuite, le dernier jour, on est arrivé sur ce toit. C'est là où j'ai pu observer ces instruments. Donc, ils sont des instruments de mesure, certainement, mais moi, je ne connaissais pas leur fonction. Donc, je suis parti de ces objets qui sont défonctionnalisés, on va dire, mais qui sont pour autant des objets fonctionnels, et dont moi, j'ignore la fonction, donc avec l'idée de les refonctionnaliser et de leur trouver une nouvelle fonction qui serait poétique. Donc, à ce moment-là, en fait, tu es à Charleroi, c'est assez... voilà, on est là et on balance notre merde dans le ciel, quoi. Et on se dit, ben voilà, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Enfin, on se dit, je suis sûr qu'on est capable de faire autre chose, nous, êtres humains, que d'envoyer de la merde dans le ciel. Mais en même temps, c'est assez sensuel parce que ça fait comme ça des grosses choses qui montent et qui crachent des choses dans le ciel. Donc, il y a quand même peut-être un ensemencement aussi qui se fait. Et j'ai combiné ça avec l'écoute de vaches en altitude avec des cloches. Donc des vaches qui sont en pâturage, donc dans un endroit excellent où il y a des champignons hallucinogènes juste à côté, ce qui aide à percevoir pas mal les choses pour ceux qui connaissent. Et donc là, je me suis dit, mais c'est formidable parce que c'est vraiment des êtres qui sont avec un outil sonore et en fonction de leur activité, il y a un paysage sonore qui se crée.
Donc c'est vraiment cette vision-là qui m'a fait me dire, bien, il faut que le clavier, ce soit l'espace. Donc là, on va passer à Poésie souterraine. Donc toujours toujours pour prolonger cette histoire de mouchoir là que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est dans un tunnel qui se trouve monté de la boucle. Pour ceux qui connaissent, c'est dans les pentes. Et donc, je voulais faire un poème qui soit à destination du ciel, dans un souterrain. Donc, j'ai peint un poème à la chaux. Donc, j'ai pris de la chaux, je l'ai mélangé avec l'eau du tunnel là qu'on voit. Et donc, c'est peint à l'envers. Les lettres, elles sont à l'envers. Donc, tout est écrit à l'envers. Ça demande une certaine concentration d'écrire des lettres à l'envers. Et cette idée-là, je l'ai eue pour préparer un livre donc, qui est là, qui est donc, fait avec des lettres en plomb. Donc, pour ceux qui connaissent, il faut composer à l'envers aussi. C'est-à-dire que toutes les lettres sont à l'envers et voilà, quand on compose avec des lettres en plomb, c'est à l'envers aussi. Donc mon idée, c'était connecter la terre, le sous-terre, la terre et le ciel avec cette idée d'écrire à l'envers. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai mis au point. Je reprends le micro 2 secondes, mais comme j'ai mis au point une méthode qui me permet d'avancer dans le film. Donc là, voilà, il y a le tunnel. De créer des poèmes, et ensuite, petit à petit, on avance dans le film. Et à chaque fois que je change de jour, je fais une rotation sur l'image. En fait, voilà, c'est un protocole qui va générer le livre. Donc, je vais vous en lire un. Qui est d'ailleurs celui qui est écrit dans le tunnel. Là, tu as mon jardin d'abandon. Si tu es sage, je te montrerai où sont les fourmis rouges. Quand le ciel se met à ne plus être, il fait beau, mais pluvieux. J'ai fait un voyage interstellaire. J'ai ramené ces images de là-bas. Je croyais qu'il y avait 3 transformations alors qu'il n'y en avait que 2. On lui a dit que sa maman était au ciel. Quand on a remarqué qu'il regardait tout le temps le ciel, on a dû trouver autre chose. Dans le lieu de mes rêves, il y a un grand lac. Et là, je vais vous jouer un morceau qui a été fait à partir de ce livre. Je crois qu'il y avait 3 transformations. Je fais un voyage interstellaire, j'ai ramené ces images de là-bas. Là, tu as mon jardin d'abandon. Ici, on n'est pas dans un temps linéaire, dans un temps circulaire. Dans un temps circulaire. J'ai fait un voyage interstellaire. Ici, pas dans un temps linéaire. Là, tu as mon jardin d'abandon. Dans le lieu de mes rêves, il y a un grand lac. Dans le lieu de mes rêves, il y a un grand lac. J'ai fait un voyage interstellaire. J'ai ramené ces images de là-bas. Je croyais qu'il y avait 3 transformations alors qu'il n'y en avait que 2. On lui a dit que sa maman était au ciel. Quand on a remarqué qu'il regardait tout le temps le ciel, on a dû trouver autre chose dans le lieu de mes rêves. Vous êtes combien? Nous sommes 1. À la surface, le temps passe très vite. Je suis. À la surface. Juste. Sans dire juste. On n'a rien à foutre. Je creuse des trous dans les cailloux, là. On rentre dans la zone d'incertitude. C'est loin. J'ai l'impression de flotter. La voie est libre. Je ne me souviens que de moments. Où en sommes-nous? Il y a un grand lac. Si tu es sage, c'est bien. Je suis. Votre perception est exacte. J'apporte la complexité. C'est une perspective révolutionnaire. Le vide serait rempli d'une énergie frénétique. Il fallait choisir entre la droite et la gauche. On a pris la gauche. C'est quoi ce bouton? Je suis incapable de vous dire si nous sommes déjà passés devant cette île ou pas. Il faut que je recolle mes esprits. Dans le lieu de mes rêves, il y a un grand lac. Il y a un grand lac. Les frontières que je ne voyais pas avant. J'ai l'impression de les voir. J'ai l'impression de les voir. Quand tu fermes les yeux, on se croirait dans un labyrinthe. Tu regardes la mer. On te demande ce que tu fais. Tu dis, c'est pour pas que je me fasse éblouir.
J'ai oublié de vous dire, mais si vous avez des questions, je préfère que vous les reteniez pas. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous avez des interrogations, quoi que ce soit. Voilà, hein, je préfère que ce soit assez informel. On n'est pas beaucoup, donc autant profiter de ça. Ouais. Alors, Non, ça va, tu m'écoutes là. Bonsoir. Alors, salut. est-ce que c'était possible d'entendre le son de l'installation que vous avez montré précédemment? Alors, je ne sais pas si j'ai quelque chose de très très, mais sûrement un petit quelque chose. Voilà. Bon, ça va pas être excellent parce que ça date d'un bon petit moment mais je vais vous jouer un petit truc pour que vous ayez quand même une idée un peu de l'ambiance de ce que ça produit. Donc le premier endroit où on l'a mis, c'est dans un appartement qui était abandonné à l'époque et donc voilà qui est là. Donc je vais vous le jouer. Là, c'est le soleil. Ce qu'on entend au milieu, c'est le soleil qui avait 4 capteurs. Voilà les capteurs. Et il y avait une lumière dans le tube du module central qui était jouée avec la lumière aussi et qui produisait cette forme un peu baroque, on va dire, et solaire. Le son percussif comme ça, c'est Mars. Les sortes de nappes un peu psychédéliques, c'est Vénus. Pour nous, c'était incroyable, franchement, parce que quand on avait construit cette œuvre, on était donc dans cet appart abandonné, et on part, on revient, et en fait, on avait l'impression que c'était vraiment une entité, en fait. On l'avait laissé allumer, et on avait l'impression de voir une entité sonore. Franchement, c'était vraiment trop beau, quoi, comme expérience. Hop. Donc là, je passe à une autre recherche. Donc, dans le texte qui présente la masterclass, il s'agissait d'études des fissures. Donc, de façon à pouvoir fissurer le monde. Je ne sais pas si c'est votre intention personnelle ensuite là de mettre en place, mais bon, voilà. Et donc là, on a déjà exploré plusieurs fissures, les fissures personnelles, les fissures qu'il y a entre les mots, à l'intérieur des mots eux-mêmes. Et donc ensuite, je suis parti sur étudier ce qui pousse dans les fissures de notre monde, voilà, donc des plantes. Me disant, voilà, être dans une pratique artistique, c'est vraiment un canal privilégié pour étudier la création. Et donc, ce projet qui s'appelait Phytolith, contraction de phyto, le préfixe, et lith du satellite. Donc, mon idée, c'était étudier ce en quoi des formes peuvent émerger en fonction des lieux où on présente le travail. L'inspiration venait des mouchoirs, où en fait, j'ai voulu étudier comment est-ce que les lieux vont générer du langage. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout se parler de la même chose quand on est dans un ascenseur, sur un escalator, à la table familiale. Voilà. Vraiment, les lieux vont générer des formes de langage qui sont spécifiques. C'est-à-dire qu'on est quelque part inspiré par les lieux eux-mêmes, et réciproquement, certainement. Et donc là, je suis parti sur... Je connaissais rien du tout aux plantes à ce moment-là, mais je me sentais quand même en fraternité avec elles, parce que c'est des plantes de rue, donc elles ont pas grand-chose, et elles doivent, à partir de là, produire de la biomasse. Donc je me sentais, en tant que jeune artiste, assez proche de ça, parce que du coup, on n'a pas grand-chose non su, on ne sait pas tellement comment s'en sortir, pas tellement d'accès sur le monde de l'art et tout ça. Donc, j'ai commencé à les cloner. Tout cela, voilà, c'est comme les mots aussi, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'original, la copie, le modèle dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi dans le sens de modeler. Qu'est-ce qui va modeler quelque chose? Quelles sont les forces qui vont faire qu'elle va être sculptée de cette façon-là?
Et donc, j'ai commencé à cloner des plantes. Donc là, on voit, là, je suis un peu en avance, mais donc là, c'est une datura. Je vous raconterai l'histoire après. Donc voilà, j'ai commencé à les faire pousser dans un placard, donc à cloner des plantes qui poussent dans des fissures de béton. Et du coup, ça t'emmène à aller dans des endroits où finalement, il n'y a pas tellement d'humains, quoi. On se retrouve entre des bandes d'autoroutes, dans des endroits abandonnés, des endroits un peu délaissés, on va dire. C'est là où généralement les plantes vont émerger parce que du coup, il n'y a pas tellement d'entretien. Et donc, je les faisais pousser comme ça dans un placard de ma coloc. Et donc là, c'est un moment... En fait, voilà, j'ai fait ça parce que je devais aller dans une résidence, je ne sais pas si vous connaissez la Factatori pour les Lyonnais. Donc, c'est une résidence d'artistes. Et donc, moi, je m'étais dit, je vais faire la même chose qu'eux. Eux, ils veulent me prendre, m'extraire de mon environnement et de voir si j'arrive à faire quelque chose ici. Moi, je vais faire une résidence pour plantes de rue dans leur résidence d'artistes. Donc, c'est venu de là. Donc, j'avais trouvé une diapositive où il y avait ma grand-mère, donc l'origine de mon origine, qui était en Arménie à côté d'un satellite russe. Et formellement, il était vraiment super beau. Donc, je me suis dit, excellent, je vais poursuivre un peu cette idée de l'orgue, donc de refonctionnaliser un objet, de l'amener vers une autre fonction, de l'ouvrir à un nouveau truc. Et donc, je vais le transformer en unité de croissance pour plantes de rue. Donc, en fait, les ailes qu'on voit là, elles tournent. Et elles sont équipées de haut-parleurs à vibration, ce qui fait que c'est aussi un instrument de musique. Donc, ça combine un peu instrument de mesure, instrument d'observation. C'est aussi, on va dire, très intéressant parce que à partir du moment où, par exemple, moi, je ne savais pas construire un truc pareil, quoi. Et ça fait moteur, en fait, à l'apprentissage. Et on doit construire quelque chose, mais pour le construire, on va devoir créer des nouvelles connaissances. Et puis, l'intérêt, c'est qu'ensuite, il puisse lui-même diffuser les connaissances qu'on a dû obtenir sur la route pour que les gens, quand ils viennent le voir, ça puisse infuser en eux. Donc voilà. Là, il y avait donc cette lumière rose, c'est une LED horticole. C'est le spectre qui permet aux plantes de pousser. Et ensuite, j'ai emmené ce projet dans plusieurs endroits. Donc là, par exemple, c'est à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, où là, il y a l'unité de croissance. Mais du coup, comme c'était dans le monde de l'art contemporain, on va dire, eh bien, j'ai voulu construire une fondation pour plantes de rue. Donc vraiment, sens assez littéral. J'ai fait ça avec des parpaings. Je vais rentrer un peu dans le détail aussi, mais évidemment, à cette époque-là, je n'avais pas du tout les moyens de pouvoir mettre en œuvre tout ça. Donc, j'avais proposé à un ami qui, lui, avait une société qui pouvait peut-être me soutenir un peu. Je lui avais dit, voilà, moi, j'ai besoin de panneaux solaires parce que dans le lieu de résidence, il n'y avait pas d'électricité. Et moi, il me fallait de l'électricité pour pouvoir avoir les LED horticoles. Donc, en fait, il fallait que j'artificialise la lumière du soleil pour faire pousser des plantes. Vous voyez un peu le truc. Et du coup, ce que je lui ai proposé, c'est que j'avais besoin aussi de disques en laiton pour créer des réflecteurs. Donc je lui ai dit, moi, ces disques en laiton, je vais les sortir d'une plaque en laiton et je vais avoir des chutes. Donc, en gros, c'est ce que vous voyez là. Et je lui ai dit, à partir de là, je te ferai une œuvre. Donc, puisque moi, je n'en ai pas l'usage, mais je pourrais faire une œuvre à partir de la plaque, en fait, de laquelle je vais pouvoir extraire ces disques. Et là, ce qu'on voit, c'est ce qui sert à transformer les panneaux photovoltaïques en lumière. Petite connaissance comme ça que je vous partage. Je voulais beaucoup travailler avec la datura. J'avais lu un livre de Castaneda et qui m'avait bien plu, L'herbe du diable et la petite fumée. Et donc, je cherchais la datura. La plupart des plantes, je suis tombé dessus un peu par hasard. Et voilà, j'ai essayé d'évaluer un peu leur aspect formel et tout ça. Imaginez que c'est un peu comme si vous ouvrez une galerie d'art, en fait. Vous ouvrez une galerie d'art, vous n'y connaissez rien à l'art. Donc, au début, vous allez prendre tout ce qui se présente, quoi. Mais petit à petit, en fait, vous commencez à créer un peu de la connaissance. Vous allez peut-être pouvoir aller chercher quelque chose en fait d'assez spécifique. Et moi, c'était un peu la même chose. Je connaissais vraiment rien aux plantes. Donc, au début, c'était tout ce que je pouvais croiser sur ma route. Et puis, au bout d'un moment, il y avait la datura qui m'intéressait.
Et un jour, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit j'ai trouvé la plante avec laquelle tu veux travailler. Donc c'était un endroit où on devait faire une résidence de musique. Ça s'appelle Cannes Éclairant. Donc c'est la photo qui est ici. Et j'arrive et elle est déracinée. Donc là, je me dis je vais l'amener dans mon labo. Mais je me suis abstenu de le faire parce que je me suis dit mon inconnaissance est trop grande, alors qu'elle était déracinée. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, putain, mais elle m'est destinée, c'est excellent, il faut que je la prenne, que je la ramène dans mon unité de croissance. Mais après, je me suis dit, en fait, je ne sais pas du tout ce que je prolonge. Je veux dire, peut-être qu'en fait, elle doit terminer son cycle et peut-être aller dans autre chose ensuite. Et en la prolongeant comme ça, est-ce que j'interviens pas sur quelque chose Voilà, donc je me dis, non, je ne vais pas le faire. Et là, il y a un chien qui arrive et qui pisse dessus. Mais un chien qui avait l'air super sympa, vous voyez, une sorte de chien de berger. Et elle, en fait, elle a un côté assez flippant, en fait, la datura, pour ceux qui connaissent, en fait. C'est une plante vraiment chamanique, mais qui est assez noire, quoi. Elle n'aime pas forcément les êtres humains. Mais le chien avait l'air vraiment gentil. Et en plus, dans Castaneda, l'herbe lilabe et la petite fumée, il y a un moment comme ça où il se fait pisser dessus par un chien. Du coup, je me dis, c'est incroyable quand même qu'il y ait une référence littéraire comme ça dans le réel. Mais quand même, je me dis, je le fais pas. Donc, je laisse tomber. Et là, je retourne chez moi. Et je suis tombé sur ce spécimen à 5 minutes à pied de chez moi. Donc, là, je me dis, c'est incroyable et tout. Je rentre chez moi. Le lendemain matin, j'y retourne. Et là, je la vois déracinée à nouveau avec une trace de pisse. Que vous pouvez voir ici. Donc là, je me suis dit, c'est incroyable. Là, effectivement, je l'ai récupéré, je l'ai ramené dans le laboratoire. Et ce que ça m'a appris, c'est que dans le temps sans temps, en fait, c'est la même plante. C'est-à-dire que c'est la datura. Voilà, c'est cette petite connaissance-là que je voulais vous partager. Bon, comme tu m'as demandé tout à l'heure pour l'orgue, là je mets pour le satellite. Voilà, s'il faisait ce son très très simple. Hop. Voilà. Donc ensuite, on m'a proposé de faire une expo sans budget dans une galerie à Bordeaux. Là, je me suis dit, il faut que j'arrive à, on va dire, extraire de l'expérimental certains éléments et les synthétiser. J'ai un oncle qui est de la Martinique et lui, il m'a dit qu'il y a une plante qui s'appelle le doliprane. En fait, à la base, c'est une plante. Puis ils ont fait des cachets. Voilà. Moi, je me suis dit, je vais faire un peu pareil. Donc en fait, comme je travaillais avec des plantes dans un endroit où il n'y avait ni eau ni électricité, très rapidement, il y avait des bouteilles d'eau en plastique partout dans l'atelier, quoi. Donc voilà, j'ai mis plein de bouteilles en plastique. Et ensuite, j'ai fait un clone d'un clone. Donc j'ai cloné une plante que j'avais clonée et j'ai fabriqué une suspension ascendante, comme ça, inspirée de la façon dont on suspendait, ou dont on suspend encore, hein, certainement, le linge. Avant, on avait ça qu'on laissait au plafond, puis on le faisait descendre, on accrochait son linge, on le remontait, puis comme ça ne gênait pas, c'était bien pratique. Donc je me suis inspiré de ça. Et voilà, j'ai essayé de produire. Donc, ce que j'ai pas évoqué, c'est la partie la plus autonome possible. J'ai essayé de faire des choses les plus autonomes possibles. Donc, elles avaient un jerrycan avec une petite carotte pour qu'elles puissent avoir l'eau dont elles ont besoin, une LED. Là, elle avait son petit son aussi. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait une expo à l'ENS. Et donc, je me suis dit, je vais faire une école dans l'école pour suivre la direction. Donc c'était super, très intéressant. Il s'est passé plein de choses. Et notamment, la forme qui a émergé, c'est celle du château d'eau qu'on voit là un peu derrière. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé par reconvoquer toutes les formes qui avaient émergé lors des différentes expositions, différents espaces où j'avais pu déployer ce projet. Et donc voilà, comme une sorte de bibliothèque, on va dire. Et ensuite, on a fabriqué ce château d'eau. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça renvoie aussi au travail de Bernd et Hilda Becher, qui sont des photographes allemands qui ont monté l'école de la photographie de Düsseldorf, de l'objectivité. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient en photo des châteaux d'eau. Donc voilà, là, c'est vraiment autogénéré, on va dire. Hein. Ce n'était pas mon intention de coller à leurs propos, mais rétrospectivement, je me suis rendu compte de ça.
Donc voilà, il y a eu plein de choses. J'ai invité des artistes sans budget ou très peu, je me souviens plus. Et donc là, par exemple, c'est Jean-Paul Thibault qui est venu proposer du Meta Ikebana. Donc ça, c'était un moment où on a fait du Meta Ikebana. Ikebana, c'est une technique d'arrangement floral zen japonaise. Et donc lui, il a voulu finir son Meta Ikebana par un fumigène. Donc il a claqué un fumigène. Et moi, je pensais qu'il savait ce qu'il faisait. Mais en fait, ça s'est pas bien passé, quoi. Donc la pièce s'est remplie de fumée rose. Ça a allumé les alarmes incendie. Il y avait du rose de partout dans l'ENS. Et ils ont dû évacuer toute l'école. Donc là, ils nous ont dit, heureusement que c'était pas pendant les concours, parce que sinon, on aurait dû annuler les concours de toute la France. Ça aurait coûté des millions. Mais bon, heureusement, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Mais du coup, à chaque fois qu'il y avait un problème, après, ils venaient nous voir. Ouais, c'est pas vous. Dès qu'il y avait un souci. On a aussi fait une station de radio. Donc voilà, tout ce contenu, vous pouvez le retrouver sur mon site. Et ça, donc voilà, là, la part du prince. Donc, part du prince, qui est la pièce que j'évoquais tout à l'heure pour créer une petite économie pour pouvoir travailler avec mon ami. Donc là, il y a des vibreurs qui sont dessus. Et en fait, je suis en train d'en produire une nouvelle en ce moment pour le FRAC, l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, donc qui s'appelle Index, qui est à l'envers, qui est un peu modifié, que j'emmène un peu plus loin. Donc je travaille avec Elsa, qui est juste là, qui est ma compagne aussi. Et on fait ça ensemble. Et en fait, moi, tous les matins, j'allais prendre en photo des plantes avec mon appareil photo argentique. Et je faisais ça le matin parce que intuitivement, je m'étais dit, il est possible que, puisque je travaille avec le son, les plantes et tout ça, que les plantes soient stimulées par le chant des oiseaux. Les chants des oiseaux, en fait, leur disent, c'est le moment, la photosynthèse, c'est bientôt. Donc, ça commence à les réveiller et tout, ça commence à les stimuler. Et donc, je m'étais dit, c'est le bon moment pour les prendre en photo avec la lumière du matin. Et là, donc, Olivier Amand, avec qui j'ai jamé hier, lui, il est biologiste et il est responsable du laboratoire de biologie à l'ENS. Et donc, moi, j'avais travaillé avec la datura, et selon les taoïstes, elle vient d'un fragment d'étoile. Alors, moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire pour un taoïste de venir d'un fragment d'étoile, mais dans ma chambre, il y a de temps en temps une caméra obscura qui se met au plafond. Et donc, voilà, ça fait partie des qualités de la lumière de pouvoir transmettre des images. Et donc, moi, j'avais mon appareil photo, et je me dis, mais à comparer d'une feuille, c'est hyper archaïque, en fait, un appareil photo. Si lui, il est capable d'avoir des images de la lumière, les plantes, il est bien possible qu'elles aient la capacité d'avoir des images de leur environnement aussi. Et donc, imaginons qu'on soit en mesure de pouvoir peut-être de les mémoriser, puisqu'elles transforment la lumière en photosynthèse. Peut-être qu'il y a des images du cosmos dans la datura. Donc, je vais voir Olivier Amand, et là, je me dis, putain, ce serait excellent, quoi. Et donc, j'imagine un arbre. Et là, vous imaginez qu'en fait, au lieu que ce soit vert, comme ça, c'est plein de petits miroirs. Ça change complètement la vision qu'on pourrait avoir d'un arbre, en fait. Et puis, s'il y avait une possibilité de mémoire comme ça dans le végétal, ça changerait aussi, je pense, pas mal notre rapport aux choses. Donc, bref, je vais voir Olivier. Il me dit, mais oui, ce serait possible. Il y a donc les stomates qui servent aux échanges gazeux. Et il y a en dessous du stomate la chambre sous-stomatique, dans laquelle il serait possible qu'il y ait une sorte de caméra obscura qui se crée, je sais pas, au moment opportun, quoi. Et donc je dis, on n'a qu'à regarder, je te donne un bout de ma datura et on n'a qu'à regarder si tu trouves des images du cosmos à l'intérieur. Donc lui, il a trouvé ça. Vous voyez, je pense que n'importe quel chaman dirait qu'on les a. Les images du cosmos. Pour ceux qui ne suivaient pas. Hop, voilà, donc le château d'eau. Là, il y a une petite pièce, si la curiosité vous pousse à aller voir. Elle est super intéressante. C'est une pièce de radio qu'on a fait. Et là, j'ai fait donc voilà l'astomate. Oui. Ah, question, pardon. Non, c'était juste pour savoir comment était
finalement produite l'image que vous nous avez montrée. Ouais. Alors, c'est avec un microscope. Ouais, non, pas du tout. Alors là, je vous dis, on est venu pour partager les secrets, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est de la bioluminescence. Donc, en fait, il y a une solution qui est mise dans la plante, et pas toutes les plantes vont faire une réponse de lumière. Mais en fait, donc, ce qu'on voit en vert, c'est le produit, et le rouge, c'est la plante qui le crée, en fait. Et en regardant au microscope, en fait, c'est une lumière qui est créée par la plante. Et donc là, ça c'est donc dans une galerie qui s'appelle Aperto à Montpellier, où j'ai proposé de faire ce dessin donc de la stomate avec la caméra obscura. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait une caméra obscura, si on la met en symbole, ça ressemble au symbole de l'infini en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vient se renverser de l'autre côté. Et c'est ce que fait n'importe quel appareil photo. Donc voilà pour le projet Phytolith. Et là, on va passer à autre chose. Hop. Donc, ça, c'est un instrument que j'ai fait. Il n'y a pas 1000 années. Bon, il y a, je dirais, 2020. Allez. Et donc, c'est un instrument que j'ai créé pour faire chanter une montagne. Donc, c'est un orgue qui se trouve dans la Drôme provençale. Donc voilà, il est composé de 8 modules. Pour les plus grands qui font 4,50 m et pour lui c'est le plus petit. Donc au niveau des matériaux, on a là du béton teinté dans la masse, inox polymiroir. Donc ça c'est du basalte qui vient du Massif Central. Le Massif Central c'est vraiment énorme. Je me rendais pas compte à l'époque, mais c'est vraiment considéré comme le clou magnétique de la Terre, tellement qu'il est massif. Et donc, y a le basalte, c'est une pierre qui est très dure, et il y a à l'intérieur des cristaux d'olivine qui sont verts, tout petits. Mais du coup, ça ressemble à du béton, mais c'est pas du tout du béton. Alors le béton, d'ailleurs, j'avais jamais coulé de béton à l'époque. C'est quand même une magie, c'est-à-dire que ça chauffe. Plein de gens n'ont jamais coulé de béton. Hein. Et donc, en fait, c'est vraiment une forme de magie quand même. Donc là, on l'a coulé sur place. On a fait venir 2 toupies qu'on a dû finir à la main, hein, parce que là, on est quand même en moyenne montagne. Donc, c'est un peu un chantier de l'extrême. Et donc ça, c'est une pierre anthropocénique, je pense, donc, que j'ai trouvée en Arménie. Donc, le jour, elle est comme ça. Donc... voilà, et je suis d'origine arménienne et je suis allé un certain nombre de fois en Arménie pour pas mal de projets. Si j'ai le temps, on rentrera dans un peu plus tard. Et donc, il y a un lac qui s'appelle le lac Sévan, qui est le 2e plus grand lac d'altitude du monde. Donc, il est vraiment 5 fois plus grand que le lac Léman. C'est une mer intérieure, quoi, considérée comme le vestige du déluge de Noé. L'arche de Noé aurait atterri sur le mont Ararat, qui est aujourd'hui en Turquie, mais qui est juste à côté de l'Arménie. Et donc, au bord de ce lac, il y a des gens qui vendent des cailloux. Et donc, on dirait, ils sont super beaux, mais on dirait pas du tout qu'ils sont naturels, quoi. En Arménie, il y a naturellement des obsidiennes qui sont des pierres noires. Bon, là, j'ai pas pensé à en amener, mais voilà, des pierres noires qui sont très belles. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est des pierres véreuses. Et eux, ils disent que celles-ci, elles viennent de sous le lac. Donc, que sous le lac, il y aurait ces pierres qu'ils appellent les pierres de lune. Et donc, moi, je pense que en fait, c'est eux qui les fabriquent avec des bouteilles de bière ou un truc comme ça. Mais j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. En tout cas, j'ai réussi à en faire fabriquer, donc pour que ce soit une sorte de cône acoustique. Disons, imaginons que ici, il y a le haut-parleur qui vient sonner dans le tube qui est clos. En fait, il est en douche, et donc pour que ça vienne bien trajecter, il y a ce cône donc, qui va vraiment amener les sons à avoir la bonne trajectoire pour les gens qui viennent faire l'expérience de cette œuvre. Et donc, elles sont équipées de LED. Hop. Donc, la nuit, ça communique avec de la lumière, donc un peu comme une luciole, en fait. Ce qui est vraiment beau, c'est que la couleur, elle est vraiment proche de la bioluminescence des lucioles. Je vais vous mettre une petite vidéo. Voilà, ça c'est en hiver. Donc ici, il y a la régie. C'est 3 marches d'escalier. De l'autre côté, on ne le voit pas, mais il y a la même
mais c'est le sub. Le sub, c'est des haut-parleurs qui sont faits pour les basses fréquences. Ils sont vraiment face à face. Il y a 8 modules qui sont disposés en dents de scie sur l'axe nord-sud et les sub-régies axe est-ouest. Ce qu'on voit ici, c'est une station météo, le mât là. Donc il y a l'anémomètre, donc qui est pour calculer le vent. Capteur de lumière, capteur de pluie, température, hydrométrie. Donc en fait là, ce que j'ai proposé, c'est de créer un instrument donc, qui a ces instruments de mesure qui sont ensuite transposés en musique. C'est-à-dire que l'orgue, il a plusieurs, celui-ci, la l'orgue de Rochebrune, il a plusieurs utilisations possibles, on va dire. Le mode autonome, qui est quand il est tout seul, il fonctionne par lui-même, et donc il va proposer aux éléments de jouer de la musique. Donc le soleil arrive, et ça crée un drone avec les températures. Donc il y a les températures et la lumière. Les datas, voilà, en hiver, c'est pas le même drone qu'en été. Pour le vent, c'est des cloches. En fait, c'est juste à côté d'une ancienne bergerie. Donc, ce que j'ai voulu, c'est convoquer un peu le troupeau fantôme, quoi. Et donc, il y a des cloches qui arrivent. La tonalité est fonction va varier en fonction de l'hydrométrie. Et dans les cubes en basalte qui sont là, il y a des capteurs de mouvement qui permettent à un être humain de jouer du doudouk. Donc, le doudouk, c'est cette flûte. Donc, il y a des samples à l'intérieur du cerveau, quoi. Et quand on touche les cubes, ça lance des doudouks. Donc voilà, il y a plusieurs, il y a samples différents, et donc c'est vraiment un instrument. On peut s'y mettre à plusieurs et jouer de la musique avec. Donc ça, c'est pour le mode autonome. Il y a aussi un mode bibliothèque, parce qu'il nous arrive d'organiser des résidences pour musiciennes et musiciens ou artistes, ou voilà. Et donc les personnes qui sont là sont amenées à faire des compositions pour l'instrument. Donc, qui est un instrument topographique, c'est-à-dire qu'il est inspiré par le paysage, il est joué par le paysage, mais il y a aussi toute la topographie qui va jouer dans la façon dont le son va exister. Par exemple, une fois, on avait invité une chanteuse d'opéra, une chanteuse de chant sacré, pardon. Et donc, sa voix, elle partait dans la topographie et elle revenait une quinte au-dessus, je pense. Et donc voilà, c'est pas des conditions de studio neutres, mais au contraire, c'est super intéressant parce qu'on vient vraiment jouer avec le paysage. Et donc, il y a une bibliothèque dans l'instrument qui contient, on va dire, tous les différents morceaux qui ont été composés pour lui. Et donc, le mode source qui permet de se brancher dessus et de jouer sur l'instrument. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors ça, c'est la route pour aller là-bas. C'est dans un endroit assez isolé. Ah voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Donc l'idée du titre, oui. Ah, question, ouais. Intervention. Oui, bonjour. Mais je me demande si ça n'a pas été installé au Grand Zéro l'année dernière. Si. Ouais. C'est ça. Si. Au mois d'avril, alors ouais. c'est un plus petit. Je pourrais revenir dessus, mais tout à fait, c'est exactement ça. Donc en fait, celui que tu as vu au Ground Zero où on a performé Rencontre Orient-Occident et tout y était, c'était incroyable, hein. Ah ouais, c'est le meilleur concert, quoi.
Euh, Eh ben ouais, il y avait en fait, bon, pour expliquer pour ceux qui n'étaient pas là, il y a quelque chose qu'on cherche à faire dans la musique, c'est à faire se rencontrer les musiques traditionnelles et les musiques expérimentales, faire se rencontrer l'Orient, l'Occident, etc. dans la musique. Donc ce qu'il évoque, c'est une soirée qu'on avait fait dans un lieu excellent qui s'appelle le Ground Zero, où il y avait donc l'orgue, mais le petit, celui que je vous ai montré au début, et que je peux ressortir un coup. Hop, avec il y avait lui avec le Punic, donc Phoenix en français, et qui est un instrument qui a été créé avec un petit groupe aussi. Donc ça a commencé par une discussion avec Audric Chauvin, qui est danseur et fabricant de synthétiseurs. Et donc, on avait fait quelque chose ensemble à Rochebrune. Il avait dansé lors d'un festival. Il m'a dit, ouais, j'aimerais vraiment qu'on fasse un truc ensemble et tout. Et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et on s'est dit, mais en fait, il faudrait faire un synthé pour faire danser des sons. Donc, pour mettre des sons en mouvement dans un système polyphonique. Et ensuite, on a travaillé avec Mathieu Reynaud et Fabien Hénardi. Et ça a été financé par la Fondation Bulukian. Merci. C'est super sympa de leur part, hein, parce que le lendemain ou 2 jours après la discussion qu'on avait avec Audric, ils m'ont proposé une exposition, donc je me suis dit, excellent, on va peut-être réussir à le faire. Et donc, voilà. Donc lui, il a notre atelier, et c'est l'instrument sur lequel, lui, il est mobile, c'est le seul qui est mobile de ceux qu'on a créés. Donc, ça nous permet de jouer un peu de partout, et donc la façon dont il fonctionne, c'est qu'il y a 4 canaux, donc on peut brancher n'importe quel instrument dessus. Il a aussi 4 oscillateurs. Je peux vous faire écouter d'ailleurs un peu du Phoenix. Hop. Hier, j'ai fait une performance ici, 3 même, 4. Et donc ça, j'avais produit cette petite pièce pour l'accompagner avec du tar, donc un instrument iranien que j'ai pas amené là, sinon je vous l'aurais refait. C'est vraiment le son des oscillateurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la voix, les voix du Punic. Mais comme je vous ai dit, on peut brancher ce qu'on veut dessus. Donc, et on peut se servir aussi des oscillos pour venir moduler, par exemple, des synthétiseurs modulaires comme celui-ci. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas forcément passion synthé pour tout le monde là, mais c'est vraiment excellent parce que ça permet de créer des écosystèmes et donc de venir moduler des effets ou vraiment d'avoir des environnements dynamiques. Et c'est vraiment passionnant. Donc là, je vais passer à un projet qui s'appelle Champ 6, qui reste plus beaucoup de temps. Bon, peut-être je passe sur Orgue Mitra, et puis si on a le temps, je reviendrai sur Champ 6, parce que ça, c'est vraiment la pièce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est le dernier instrument topographique qu'on a pu créer. Donc, c'est un instrument oraculaire, donc c'est-à-dire c'est un oracle, c'est-à-dire qu'il parle, et que donc il se trouve dans un tunnel à peu près une demi-heure d'ici, Saint-Germain-Nuel, donc pays de l'Arbrel. Vous pouvez y aller à n'importe quel moment. Il crée des poèmes depuis le mois de juillet, là. Donc, on l'a installé avec Elsa au mois de juillet dernier. Il pèse 1 tonne, 9 mètres d'envergure. Donc, c'est un beau bébé. C'était vraiment pas facile à faire. Donc, en fait, c'est un parcours. Il y a d'autres œuvres. Et nous, on est sous un tunnel. Et au-dessus du tunnel, il y a une autoroute.
Donc en fait, on a compris que, en fait, on était dans une fissure. Si vous voulez, la commune, elle a été coupée par cette autoroute. Donc il y avait des maisons qui ont été rasées, il y avait des terrains qui ont été coupés. Nous, ils nous ont mis dans la fissure. Et donc, et juste une petite aparté, le truc fissurer le réel, ça m'est venu quand on a joué sur l'orgue de Rochebrune de nuit. Un jour, on était avec des amis, comme ça, on jouait de nuit. Et donc, de nuit, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment personne à 10 km à la ronde, aucune pollution nocturne. On est sur un radeau cosmique, on voit toutes les étoiles comme jamais. Et là, vous dites, mais vous croyez pas vos yeux, quoi. Vous croyez pas ce que vous voyez. Vous dites, c'est incroyable, on a fissuré le réel. C'est là qu'on se l'est dit, quoi. Et si vous voulez, ça a l'air irréel, quoi, en fait. Et c'est là où je me suis dit, vraiment intéressant, parce qu'avec la puissance de l'imaginaire, en fait, on peut réussir à faire des brèches comme ça dans la matrice. Et donc, là, du coup, on est dans la brèche. Et donc, c'est le pays de l'Arbrel. Le pays de l'Arbrel, il y a des pierres dorées là-bas. Donc, comme c'est un tunnel, l'intention, c'était de mettre tout à l'envers, de façon à s'inspirer, on va dire, des concrétions de calcaire que sont les stalactites, et l'aspect doré, de s'inspirer des pierres dorées du paysage de l'Arbrel. Et donc, ensuite, pour sa capacité de jeu, en fait, j'ai regardé le plan du tunnel et on dirait un vibraphone. Donc, les vibraphones, c'est des instruments à percussion avec des lames en métal. Et je me suis dit, c'est incroyable, on dirait vraiment un vibraphone, ce tunnel. Et donc, l'idée, c'était de construire un instrument qui soit joué par les voitures sur l'autoroute, dans un premier temps. Donc, que quand elles passent sur l'autoroute, en fait, c'est comme les bras du musicien qui joue du vibraphone. Et ensuite, étant donné que Mitra, c'est le dieu du soleil, il se priait sous terre, dans des mitraillums. Et beaucoup de choses qui sont parties dans la figure du Christ, qui viennent de Mitra, notamment la date du 25 décembre. Donc, pour ce qu'il a à dire, Mitra, donc en fait, je me suis pas mal inspiré des mouchoirs. Mais est-ce qu'il y a peut-être qu'on peut le faire, l'oracle? Je ne sais pas s'il y a des participantes ou participants qui ont envie de se prêter à l'exercice, mais voilà, c'est la façon la plus simple de pouvoir vous faire comprendre comment ça marche. Une personne. Donc là, c'est pour vous montrer comment Mitra fonctionne. Donc en fait, nous, on lui a donné toute une bibliothèque de langage. Je vais vous expliquer ensuite comment la constituer. Mais donc, il y a cette bibliothèque de langage qui est dans Mitra. Ce que vous allez faire, vous allez choisir votre phrase. Et en fait, tu lis une phrase, 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 tu lis une phrase. Je commence. Alors, je tape au hasard. Je tape au hasard déjà. Je suis son oncle spirituel. Ce qui n'a pas été offert en sacrifice. On recommence tous les jours la même journée. La joie des montagnes. J'essaie de faire durer. Je le laisse entrer et je me tire. Je ne sais pas où je vais. Jusqu'à la porte sans nom. J'apporte la complexité. Ils m'ont déchiqueté la jambe et le bras. Le bien commun n'est pas vraiment un bien. Tu remontes le chemin de la rivière. C'est tombé par hasard. En silence. Il disait des villes devenues immortelles que des gens du monde entier y sont venus y apporter quelque chose d'eux. Avant la passerelle. Je suis persuadé de tout ce que je fais. C'est l'histoire de plusieurs personnes. Avant, nous avions évoqué la possibilité d'une errance. Le brouillard s'est levé. Elle avait mis sa plus belle robe. Ne peut toucher. Moi, Le ciel était presque rose. Les parties saillantes. Tu es une colombe.
Tant mieux. Par des bénévoles. Qu'on vérifie. Il me dit « T'inquiète ». Tu découvres en même temps que tout le monde sur la même table basse. Nous avons rendez-vous. C'est maintenant l'orientation de son antenne qui est en question. Protège ton visage. Je suis allergique à moi-même. À pied. J'essaie de faire durer. Sacrifice de roi. On est dans un temps circulaire. Il y a des clients avant toi. J'essaie de faire durer. Elle est prête à l'envoler. J'ai marqué un but. Bizarre ton café. J'apporte la complexité. Bon, ben, vous avez vu comme c'est incroyable parce que en fait, on aurait vraiment dit que c'était des phrases qui venaient de vous. Je trouve que c'est vraiment le truc à chaque fois qui est super surprenant quand on propose en fait à des gens de performer le texte, c'est qu'il y a vraiment une justesse par rapport à ce qu'ils vont. Enfin, je veux dire, non, vous n'avez pas senti ça, quoi. Je veux dire, peut-être vous aussi vous l'avez senti. Et en fait, moi j'ai eu tout de suite l'impression qu'il y a quelque chose qui a parlé au travers de nous. Voilà, c'est le principe oraculaire. Surtout quand j'ai dit moi. Ouais, ben voilà. Non, mais enfin, je sais pas. J'ai trouvé que c'était des phrases qui vous allaient bien, quoi, finalement. Donc, et pour vous donner un petit détail, quand on a fait le soundcheck de Mitra, et voilà, et Laure qui nous a dit « Je ne fais pas de bruit ». On s'est dit « Oh putain, incroyable ». Je referme la régie. Et donc, ce texte, comment est-ce qu'il a été fait? En fait, On n'avait pas les mêmes. ouais, c'est bon. Si. Vous pouvez les garder pour vous si vous voulez, hein, si ça vous fait un souvenir. Et donc, ces textes, hein, merci, hein. Et voilà, bon, je trouve que c'est vraiment une façon la plus simple de faire comprendre comment fonctionne cet instrument, parce qu'en fait, donc ce qui se passe, c'est que chacun des modules doit se demander ce qu'il doit faire. Il peut faire trois choses, soit rien, donc du silence, soit il peut lire un poème, comme vous l'avez fait, donc aller chercher dans une séquence de langage, une unité de langage, soit jouer des unités musicales. Donc les unités musicales, elles viennent d'un instrument, bon là j'ai pas de photo, mais qui est accordé avec le doudou arménien qu'on a créé, et qui est un vibraphone, mais accordé avec le doudou arménien, donc on l'appelait le mitraphone. Et donc chacun des modules a un ensemble de notes et un ensemble de façons de pouvoir être joué, soit par percussion, soit par frottement. Et donc voilà, quand un être en mouvement arrive, il est détecté par les capteurs qui sont là, et donc il vous crée une composition. Donc ce texte, il a été fait donc, par une exploration de ce qu'est le langage, donc, bien sûr inspiré par tout ce que je vous ai un peu montré avec les poèmes des mouchoirs et tout ça. Mais disons que ça a commencé dans ça s'appelle Les Murmures du Temps, le projet. Donc j'ai voulu proposer qu'on le prenne de façon assez littérale, on va dire. Et donc j'ai commencé par le temps d'éternité. Je suis allé 3 jours avant Noël, donc avant le solstice d'hiver, au couvent de la Tourette, pour écrire ce que ce serait que de vivre dans un caillou. Mitra, il est né d'une pierre. Donc c'est le dieu du soleil, mais il est né d'une pierre, c'est pourquoi on le prit sous terre. Et dans la pierre, le temps passe très doucement. Et donc, voilà, j'arrive au couvent de la Tourette, c'était l'hiver. Et tout de suite, je vois qu'il y a des frères qui sont enterrés là-bas. Je me dis, putain, c'est vraiment un temps d'éternité, quoi. J'étais déjà venu, donc je savais qu'ils avaient une chambre, ils avaient une salle de prière qui avait une acoustique hyper belle. Et j'avais déjà envie de jouer du doudouk, mais je savais pas trop comment rentrer là-dessus avec les frères. Que je suis allé à la messe du matin. Et là, dans la messe, ils disent jouer les instruments de musique et tout ça. Je me dis, putain, c'est pas possible, ils font exprès ou quoi? Et en fait, pas du tout, quoi. C'était la prière du jour.
Du coup, moi, j'avais ma clé. Je suis allé voir le frère. Je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais bien mettre la prière en exécution et faire de la musique dans la salle de prière. Il m'a dit, pas de souci. Donc, franchement, c'était excellent, quoi. Et j'ai pu écrire ce premier texte dans la solitude et dans ce temps d'éternité de ce couvent créé par Le Corbusier Xenakis. Ensuite, avec Elsa, on a fait des ateliers d'écriture. Donc, avec l'idée de se dire, voilà, on est tous animistes, mais on va dire qu'à partir du moment où on a intégré l'écriture, on est un peu moins animiste. On est un peu moins animiste parce que notre capital animisme, on l'a mis dans l'écriture, l'abstraction qu'est l'écriture. Et ça se voit quand les enfants ne savent pas écrire. Ils voient des yeux dans les bagnoles, en fait, ils perçoivent plus en fait, l'âme des choses. Et je pense qu'à titre de civilisation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on a fait des projets comme ça où on essaie de partir de cette époque en fait un peu cuniforme, où on commence à maîtriser l'écriture et où les noms sont différents. Par exemple, le mont Ararat, avant il s'appelait à l'époque Urartu Ururut. On a l'impression que ça sonne un peu comme un grognement, comme une volonté d'enregistrer le grognement de cette montagne volcanique. Donc on a fait des ateliers d'écriture avec des enfants de 8 ans qui commencent à intégrer ce qu'est l'écriture. Ensuite, donc, où on a récolté ce que vous venez de lire, les mots que vous venez de... Notre idée, c'était de les amener à discuter, en fait. Et donc, pour ça, on leur a proposé de faire une sorte d'expérience de la vie ou une expérience de la mort, on va dire, en quelque sorte. Donc, un cycle, quelque chose qui est assez modal. On va leur proposer, par exemple, des images composites. On va créer un ensemble d'images composites qu'on va leur amener à discuter. Où il y avait l'atelier où il faut s'interroger sur comment sont construites les lettres, à quoi elles peuvent renvoyer. Bon, voilà. Et l'atelier d'écoute, où il y avait un groupe en fait, qui devait aller écouter les autres travailler. Et ensuite, on a fait un atelier avec des êtres en situation de dépendance, qu'on va dire, on est tous en situation de dépendance, hein. Mais voilà, dans quel labyrinthe on est pris, en fait, dans quel labyrinthe de mots on est. Et des personnes âgées, on va dire, qui commencent à plus trop, justement, parler, quoi. Et on a fait aussi un atelier avec tout le long du projet, on a travaillé avec un auteur lyonnais qui s'appelle Harold Barm, et il nous a écrit un texte absolument remarquable qui s'appelle Hymne, qui est incroyable. Et donc, en fait, voilà, Mitra, c'est tout ça. Et j'ai oublié, bien sûr, Rémi Georges, avec qui on a travaillé sur la composition, qui a codé tout ça. On a beaucoup travaillé sur le mitraphone ensemble aussi. Donc, en fait, je vous dis tout ça pour vous dire que c'est une façon de se regrouper, d'œuvrer ensemble, voilà. Et à chaque fois qu'on y va, bon, de temps en temps, il y a un peu de maintenance. Là, par exemple, en ce moment, il y a les LED qu'on cramait parce qu'on avait un peu mal réglé le truc. Et c'est super, en fait, qu'il y ait une œuvre qui soit dans l'espace public. Pour nous, c'est la première, on va dire, de ce type, parce que l'autre, elle est vraiment très isolée, et c'est une commande privée. Alors, même si c'est sur un terrain où tout le monde a accès, il y a très, très peu de gens qui y vont. Mais là, du coup, il y a vraiment... en fait, on est allé là-bas la dernière fois, il y avait des personnes qui étaient là et qui disaient, dès qu'on a des invités, on les emmène ici. Et ça, c'est trop beau, quoi, de voir qu'il y a ça vraiment, que les gens s'en saisissent, qu'ils emmènent leurs amis visiter ça. Donc, c'est là où on s'est rencontré avec Jindra aussi. Ça fait un peu romantique dit comme ça, mais... bon. Ouais. Est-ce que tu aurais une photo où on peut voir le tunnel un petit peu pour qu'on se rende compte de l'échelle? Parce que Pas vraiment. Non, j'ai pas. Parce que ça aurait été bien de voir que c'est très grand, que c'est très haut. Ouais. Les tubes mesurent, je sais pas, plusieurs mètres. Oui. Alors, non, je l'ai pas la photo là que tu dis. Bon, on voit un peu là, la sortie du tunnel, mais on voit pas la route en fait. Et c'est vrai que, en fait, ce que j'aime bien sur cette pièce, c'est qu'elle est super grande, assez imposante quand même, mais elle est aussi à la fois très discrète, je trouve. Et quand on est à l'extérieur du tunnel, on la voit quasiment pas parce qu'elle est dans l'ombre. Et elle est collée contre la paroi parce que, étant donné qu'elle est dans l'espace public, en fait, il y a vraiment des règles normales, des gabarits à respecter parce qu'il y a des véhicules qui empruntent cette route et parfois aussi des véhicules agricoles qui peuvent être un peu hors gabarit et tout ça. Donc nous, on doit vraiment, on va dire, d'abord intégrer les règles du jeu
les respecter un maximum pour que ça puisse marcher pour tout le monde, quoi. Et du coup, ce qui est beau avec cet instrument, c'est que Mitra, en fait, c'est vraiment un culte à mystère. Et nous, ça a été vraiment du mystère tout le long, quoi. Il a vraiment apparu qu'à la fin. Par exemple, sur l'aspect doré, on ne savait pas comment le faire en doré. Et normalement, dans la religion de Mitra, il faut vraiment pas mentir. C'est un truc, il faut dire la vérité, quoi. Nous, on ne savait pas comment. De toute façon, on n'allait pas le faire en or, c'est évident. Et en laiton ou en bronze, il y a des questions de budget ensuite et de possibles, on va dire, tentation, en fait. On n'a pas envie non plus de créer la convoitise, vous voyez. Quelqu'un qui arrive et c'est la fête du laiton comme ça. Voilà, on va dire, il serait peut-être pas resté non plus très longtemps dans l'espace public. Et de toute façon, voilà, c'est pas le genre de magie qu'on a envie de créer, quoi, de créer la convoitise. Donc, on a tout essayé. Ce sur quoi on a opté, c'est donc tout est fait à la main. Hein. On a tout fait nous-mêmes avec Elsa. Le pont de 500 kilos là qu'on voit pas. C'est du zinc, des feuilles de zinc là qui font l'embase. Et en fait, on a projeté du laiton au plasma sur des inox. Et ensuite, on est venu tout repolir. C'était vraiment assez fastidieux. Et là, je peux mettre une petite vidéo. Bon, c'est pas terrible, mais il dit à l'intérieur, la lumière éteinte. Il n'est pas loin d'ici. Si la curiosité, vous pouvez vraiment aller le voir. C'est un puits de sagesse incroyable. Il dit des choses qui sont trop belles. Et on va bientôt s'arrêter là-dessus parce que je pense qu'on arrive au bout. C'est dommage parce qu'il y a tout un projet que j'aurais aimé évoquer avec vous après les Champs 6. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois du coup parce que là, on est au bout. S'il y a peut-être des questions, et des interrogations, des remarques ou quoi que ce soit. Bueno ? Oui. Ça, c'est en fait, c'était à ma tante. Voilà, c'est mon bureau en fait. En fait, c'est vraiment comme ça qu'il est à la maison. Et hier, on avait. Normalement, il y a la Vierge Marie aussi, mais je l'ai pas pris pour. Non, mais voilà, tu sais pas trop, tu vois, je vais pas. Mais normalement, j'ai la Vierge Marie aussi. La plupart des compositions que je fais, franchement, ça a son attention. Et il y a ça aussi, l'obsidienne de ma tante, qui est plus de ce monde. Et du coup, voilà, j'aime bien l'avoir avec moi. C'est bon ?